Jean-François Parmentier. Donc, je travaille à Toulouse, à l'IRES de Cerfac. Donc, juste un petit mot. Donc, j'ai été invité par le projet Nous l'Avenir pour venir présenter ici. Et je les remercie. Alors, je ne suis pas très fort en discours politique, donc je remercie tout le monde. Et merci aux participants surtout. Et donc, rapidement. Déjà, hop là, voilà, alors là, c'est. Hop. Alors, le contexte. Donc, voilà. Donc, je travaille à l'université Paul Sabatier. Et en fait, mon métier mathématique de recherche, c'est l'enseignement. Et mon objectif, c'est de diffuser sur les terrains, donc sur le terrain, c'est auprès des enseignants, les résultats de la recherche qui, à la fois, sont basés sur des théories de l'apprentissage, donc où il y a des chercheurs aux sciences relativement fondamentales qui ont réfléchi, mais qui ont aussi surtout été testés dans des situations réelles et concrètes. Et donc, c'est pas juste j'ai une idée, je teste, c'est que j'ai une image de comment les gens font pour apprendre, ça me guide dans ma pratique, je le mets en place et je l'évalue concrètement et sérieusement pour voir si ça fonctionne. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus les 20 dernières années, et du coup, moi je les ai découverts il y a 4 ans, ça m'a personnellement changé ma pratique, et du coup j'essaie de les diffuser. Alors rapidement, donc à l'université Paul Sabatier, dans les écoles d'ingénieurs, maintenant on a donné à tous les premiers élèves de première année, ce petit boîtier de vote, donc ils l'ont tous, ils vont le chercher à la VU le premier jour, ils l'ont pendant le premier semestre, ils s'en servent en cours. Donc la question c'est pourquoi je m'amusais à faire voter les élèves. Donc, pour ça, ça nous pose la question, en fait, c'est quel objectif on a pour notre enseignement. Donc des objectifs, il y en a plein, ici notamment de dire que c'est aussi pas mal basé sur le décrochage scolaire. Moi je vais vous parler plutôt de la partie apprentissage, vraiment la partie enseignement. Quel objectif d'apprentissage j'ai vis-à-vis de mes élèves? À la fin ils vont avoir un diplôme, mais ce que disent les chercheurs en psychologie cognitive, c'est que pour eux, ce qui est fondamental, c'est qu'on doit viser ce qu'ils appellent la mémorisation à long terme et le transfert de connaissances. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'élève, il doit être capable d'appliquer ce qu'il a appris ici et maintenant, c'est-à-dire que ce qu'il a appris avec vous dans votre salle de classe, dans votre cours à un moment donné sur tel exercice, donc ici là, ce très, très précis, il doit être capable de l'appliquer plus tard et dans un autre contexte. Le but quand on leur fait faire un exo de maths, c'est pas qu'ils soient capables d'appliquer le même exo de maths dans la même salle de cours, ça n'a aucun intérêt. On veut qu'ils soient capables de transférer tout ce savoir qu'ils ont appris en cours, dans des situations un peu fictives, dans leur métier quotidien, dans leur futur quotidien, et dans on ne sait pas combien d'années. Peut-être dans 2 ans, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Et c'est ça qu'on vise en fait, c'est ce transfert des connaissances. Et si on accepte cette partie vraiment transfert de connaissances, alors voilà ce que disent les résultats de la recherche. Donc il y a pas mal de principes pour arriver à faire ce transfert. Là j'en ai pris 3, je vais vous parler des 3, plus ou moins rapidement. Donc je vais parler du premier, qu'on appelle l'engagement actif. Et en fait l'engagement actif c'est une traduction de active learning en anglais. C'est une tautologie, c'est quelque chose d'évident, c'est que l'apprentissage ça se passe dans la tête des élèves. C'est évidemment très trivial, mais ça veut vraiment dire que c'est vraiment leur activité intellectuelle qui va les conduire à l'apprentissage, et pas la nôtre. Ce qui fait que le rôle de l'enseignant, si j'accepte ça, ça me change. Ça me dit que mon rôle n'est pas tellement de donner de l'information, de diffuser, de parler, etc., mais de faire que celle-ci soit traitée vraiment par les étudiants. C'est-à-dire qu'ils soient en activité avec elles, en activité intellectuelle, qu'ils y réfléchissent de diverses formes. Alors, une fois que j'accepte ça, on peut s'intéresser par exemple comment ça se passe, j'allais dire, alors au lycée professionnel c'était un peu différent, mais en cours traditionnel entre guillemets. Moi dans ce que j'ai vécu, donc c'était il y a quand même pas mal d'années, il y a quand même les choses ont évolué, mais si je prends une présentation, ça m'arrive des fois de parler, on peut imaginer, ça peut arriver, de parler pendant 1 heure, c'est le format standard, ou un cours en amphi à l'université, c'est le prof qui va parler pendant 2 heures. Là en fait on ne respecte pas ce principe-là, parce que on ne fait que diffuser l'information, elle n'est pas traitée. Une des méthodes pour transformer ce contexte-là en respectant ce principe-là, c'est ce qui s'appelle par exemple le peer instruction, qui est utilisé dans les amphis, comme c'est le cas ici. On va avoir une présentation d'un contenu, des concepts qui va être relativement courte, j'ai mis genre de l'ordre inférieur à 15 minutes, et ensuite on va questionner chacun des élèves pour voir s'il est capable justement d'appliquer, de concrétiser, de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de raconter en fait. On s'interroge à comment le message est reçu. Donc concrètement parlant, on va afficher par exemple une question QCM sur le contenu du cours. Donc je vais parler d'un principe et je vais montrer des exemples. Et, par exemple, je vais parler d'un principe de maths ou n'importe quoi et je pose une question dessus.
je les fais tous voter individuellement, donc ils ont tous un dispositif de vote, ça peut être un boîtier ou n'importe quel outil qui permet de voter. Et ensuite, donc si tout le monde a juste, très bien. Si tout le monde a faux, il y a un gros souci, et c'est déjà un premier indicateur. Mais ce qui est intéressant, c'est si les avis sont partagés, on va arriver dans ce cas-là, on va pas leur dire la bonne réponse, on va leur dire, bah, attendez, je vais vous laisser 2 minutes entre vous pour vous retourner vers vos voisins et argumenter avec eux. Et vous dire, bah voilà, qu'est-ce que tu as compris, pourquoi tu as voté, qu'est-ce que tu as voté, moi j'ai voté ci, moi j'ai voté ça. Et suite à ce débat en petits groupes et ce vote, ils vont de nouveau revoter et on va voir l'histogramme des notes qui vont changer. Typiquement parlant, si on avait par exemple 40% de bonnes réponses au premier tour, après cette discussion entre élèves, on peut obtenir 70% de bonnes réponses. Et on va expliquer. Alors, du coup, ce que j'ai prévu, pour vous illustrer ça, j'ai prévu de vous le faire vivre en fait. Donc, je vous ai prévu un mini-cours, ça ne va pas durer un quart d'heure, ça va durer une slide, donc juste tout ça. Et puis, on va voir, donc je vais vous poser la question, puis on verra en fonction, et au pire, j'en ai une deuxième. Alors, le cours... Ça va, c'est quand même pas... Ça va. Alors, bon, évidemment, mon passé c'était plutôt les sciences dures. Avant, je faisais de la recherche en physique. Donc, je me suis converti. Mais là, je suis. Bon, là, normalement, il n'y a pas de problème. Vous savez, si j'ai un segment par exemple de longueur A, l'aire du carré, ça va être A fois A au carré, et le volume du cube, ça va être A au cube. Je pense que... R de rayon, pour un cercle, c'est par exemple pi r carré la surface, et le volume, c'est 4 tiers de pi r au cube. On a toujours ça, le carré pour les surfaces, et le cube. Est-ce que ça va? Oui. Oui, c'est bon, vous avez compris. Bon, bah alors, à l'examen, ça sera parfait. Donc on va voir la question, donc vous allez voir. Je vous laisse la lire, y répondre, il suffit d'appuyer pour ce bouton. Donc, à vous de jouer. Alors répondez bien individuellement, dans un premier temps. Après, pour voter, il suffit d'appuyer. Faut qu'on parle tout de suite, faut parler après. Faut parler après. Alors d'abord, répondez individuellement, après comme ça on pourra, si besoin, débattre. Alors je vais arrêter le vote. On va voir apparaître l'histogramme des notes. Donc ça va être surprise, des scores, des réponses, excusez-moi. Alors, ce que je peux vous dire, non, vous le voyez, très bien, les avis sont partagés. Voilà. Alors, je ne vais pas vous donner la bonne réponse. Je vais vous demander d'essayer de trouver quelqu'un autour de vous qui ne pense pas comme vous, et essayer de tenir un consensus avec lui. Je vous laisse 2 minutes. Du coup, maintenant, même si vous n'avez pas changé d'avis, je vais regarder comment sortir des papiers et des crayons, c'est très bien. Alors, allez-y, on revote, s'il vous plaît. Il suffit de rappuyer. J'arrête le vote et on va voir le résultat suite au débat. Voilà, si je compare avec la question précédente, il y avait disons que la majorité pour la réponse B, et suite à la discussion, la majorité passait à la réponse D. Il y avait 32%, c'est passé à 72%. Dans ce cas-là,
La bonne réponse, on va le voir, c'est bien la réponse D. Bravo à tous. Alors là c'est assez... En général 30%, 70%, c'est-à-dire qu'il y a un effet de discussion qui était assez fort. C'est-à-dire que c'est une discussion dont je vous félicite, vous avez bien joué le jeu. On n'a pas forcément un écart aussi grand, c'est plutôt 40-60 ou 30-50. Alors, l'explication quand même, parce que finalement, il y a 30% des gens qui n'ont pas voté la réponse D. Donc c'est important, moi en tant qu'enseignant, si vraiment je voulais faire un cours là-dessus, que je montre vite fait l'explication. Alors, si je prends un petit carré de longueur 1 par exemple, enfin un petit segment, pour mettre dans ce grand carré de longueur 2 par 2, j'ai 4 carrés. En fait, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Et si je prends pour le cube, parce qu'en fait là, l'idée de la masse de la bille, elle est liée à son volume. Plus elle est grande, plus elle a de masse. Et donc, dans le petit cube, si j'ai un petit cube et si je double sa longueur dans tous les sens, dans le grand cube qui en résulte, je peux en caser 8. Donc c'est 2 au cube, 8. Et on a toujours ces échelles de grandeur. Voilà. Donc ça c'est l'explication. Alors le but c'est pas de vous faire un cours là-dessus, hein. C'était pas le... C'est juste pour vous montrer. Vous inquiétez pas. Donc vous avez le badge maintenant, volume. Alors, du coup il y a des gens qui sont intéressés vraiment. Donc ça c'est sorti il y a 20 ans, cette idée de faire voter, débattre comme ça sur des questions. Ils se sont dit, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire discuter? Parce que ça prend comme 2 minutes, ça fait beaucoup de bruit, vous l'avez vu, ça prend du bruit. Le prof en plus il est obligé de se taire, alors qu'il n'est pas habitué, donc c'est une question. Finalement, est-ce qu'ils n'apprennent pas? Et des gens m'ont dit, peut-être que c'est juste qu'ils sont laissés convaincre par les bons de la classe en fait. Et celui qui est devant qui a dit, moi j'ai des lunettes, je suis devant, donc je suis je suis inspecteur, j'ai raison. Alors, ce qui s'est fait, il y a une étude qui a été faite, donc c'est des étudiants à l'université. Ils ont pris un groupe d'étudiants, ils leur ont posé plein de questions. Donc ils ont posé notamment une première question qui avait en moyenne 50% de réponses justes. Donc au premier vote, ils ont 50% de réponses justes. Ensuite, ils ont demandé à leurs étudiants de débattre entre eux. Suite au débat, c'est monté à quasiment 70% de réponses justes. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont pas dit la bonne réponse. C'est ça qui est intéressant, ils leur ont pas du tout dit ce qui se passait. Ils leur ont posé une deuxième question de vérification du même niveau. Ça avait été vérifié que cette question-là, par ailleurs, dans d'autres études, qu'elle était vraiment équivalente à l'autre. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe? On peut avoir 3 cas. Soit le niveau retourne à celui d'avant, du coup, il n'y a pas vraiment eu d'apprentissage dans cette question, c'était juste, je t'ai convaincu, je te fais confiance, et puis voilà. Ou alors, c'est à peu près le même niveau, il y a eu un apprentissage, ou peut-être même mieux, peut-être qu'il y a eu encore plus. Alors, ce qu'ils ont observé, donc c'est une étude très sérieuse, ils ont observé qu'en moyenne, ils ont obtenu, c'était 70%, à peu près. Donc on arrivait au score, globalement, de celui après la discussion, sans qu'ils sachent la bonne réponse. Après, ils ont regardé aussi le pourcentage de réponses justes, ils ont fait des études plus précises, mais globalement, tous les facteurs qu'on montre que cette discussion-là, c'est vraiment une étape importante de l'apprentissage. Et donc dans le dispositif, il y a effectivement le fait d'avoir un retour en tant que prof. Moi, je sais déjà au premier vote, si j'avais fait qu'un vote, j'avais déjà que 30% avaient répondu juste, donc ça m'indiquait. Pour l'élève, ça lui faisait déjà un premier retour, à ce premier vote. Mais en plus, c'est vraiment un effet combiné de cette discussion qui va les faire réfléchir, qui va les faire traiter l'information en fait. Là, pendant 1 minute individuelle plus 2 minutes, pendant 3 minutes, vous avez essayé de traiter cette information et fortement avec le débat. Donc on a d'abord un positionnement personnel, puis un débat. Alors un deuxième test, c'est justement sur ce qu'on appelle les conceptions initiales. C'est justement comment écrire ces questions-là, c'est assez lié. En fait, les étudiants, les élèves, c'est pas juste des boîtes vides en fait. Ils ont déjà des idées, ils ont déjà une manière de voir le monde. Et ils ont déjà un avis sur à peu près tout, même sur d'autres disciplines en fait, a priori. Ou alors ils s'imaginent tout de suite des choses. Moi par exemple, quand j'enseigne la mécanique, les élèves ils ont une vision très facile de comment bouge le monde. Je bouge un objet, il bouge, etc. Mais ce qu'on va leur dire, ça peut être en contradiction ou pas. En gros, ces conceptions initiales, soit peuvent aider l'apprentissage, soit au contraire peuvent l'entraver, l'empêcher. En gros, elles peuvent être soit insuffisantes, c'est-à-dire qu'il lui manque, il a juste des lacunes, je parle de quelque chose qu'il n'a jamais entendu parler et qui lui manque. Soit elles peuvent être inappropriées, je vais vous montrer un exemple juste après, soit elles peuvent être inexactes, c'est-à-dire fausses. Alors je vais vous montrer un exemple de ce qu'on entend par conception inappropriée.
entraver, excusez-moi, empêcher la... si vous voulez... Alors, c'est un petit film qui dure 40 secondes. Je vais vous présenter ces deux personnes qui sont en train de discuter. Donc le monsieur à droite va expliquer qu'il a vu un film hier à la Alors... Oh, dis donc, j'ai vu un film incroyable sur Canal+. La Marche de l'Empereur. La Marche de l'Empereur. Oui, ça se passe en Antarctique. Ah bon? T'as des centaines d'empereurs qui marchent sur la banquise pendant des jours. Parfois, ils glissent sur le ventre pour aller plus vite. À un moment, il y en a un qui se fait dévorer par un phoque. C'est horrible. Puis t'as aussi des passages hyper émouvants. Comme quand il se passe les œufs. Non, parce qu'avant, ils étaient tous accouplés. Pendant des heures. Alors voilà, donc ça c'est l'exemple typique. De quoi c'est un emploi à la maison, c'est vraiment un mec avec un micro qui est un truc comme ça. Sauf qu'en fait, on lui parle d'autre chose, donc c'est une conception inappropriée et exacte, dans un certain cadre, mais dans ce cadre-là de ce qu'il parle, ça ne marche pas. Alors, là on a de la chance parce qu'au bout d'un moment, la personne, ça a cassé, c'est-à-dire que ses conceptions, elle a rendu compte que ça ne marchait plus, au moment de l'accouplement. Mais en fait, si ça s'était bloqué avant, bah, elle serait partie. Et ce que montre l'argent, c'est qu'on leur a demandé le lendemain, t'as vu quoi? Elle leur dit, on parlait d'un film où il y avait plein de Napoléons qui ont marché ensemble. Voilà. Elle n'aurait pas eu de problème en fait. Et puis finalement, elle serait dit, non, mais les Napoléons, il n'y en a qu'un seul, donc ouais, il y avait Napoléon qui a marché. En fait, ils reviennent à leur modèle initial. Et donc, du coup, c'est important pour l'émetteur, la personne qui parle, de vérifier que tout va bien. Mais donc, c'est ça que veut dire teaching is not telling. Mais c'est aussi pour l'élève, c'est un rôle aussi qu'on nous demande de jouer, c'est de te dire, c'est aussi à toi de faire l'effort et d'aller voir et te dire, bah attends, est-ce que tu es sûr que tu comprends? Learning is not listening, comme disent les Anglais, c'est-à-dire que apprendre, ça ne se résume pas à rester assis et écouter. C'est pas tais-toi, assis-toi. Il faut vraiment être actif. Alors, autre question, alors là, vous n'allez pas m'aimer. Je vais prévu une autre question pour vous montrer ce que c'est une conception inappropriée. Donc, je vais vous poser une question, puis après, je vais vous montrer ce que d'autres élèves, les élèves ingénieurs, ont répondu à cette question-là. Alors. Alors, répondez rapidement, je ne vais pas faire de débat, il y a tout court. C'est pour voir un peu ce que vous pensez. Alors, je vais arrêter le vote. Juste avant de vous montrer le vote, alors juste une question avant d'en parler. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment la physique? Qui aime la physique. Et pourtant, je vous ai vu plusieurs en parler, en discuter, en débattre. Et c'est vraiment quelque chose qu'on observe en fait sur cet effet question. Le fait qu'on nous pose une question, on a envie de donner notre avis. Et puis une fois qu'on a donné notre avis, on a envie d'expliquer pourquoi. Et même si on interroge sur des sujets pas forcément funky, a priori, eh ben ça fonctionne, les élèves jouent le jeu entre guillemets. Ils s'investissent, ils ont envie de répondre. Alors ici, alors il y a... Voilà, la bonne réponse c'est la B. Alors l'explication, elle est à la fois très complexe et très simple. Je ne vais pas vous forcément faire un cours physique. Très simple parce que ça s'énonce, ça s'appelle le principe d'inertie. C'est un truc de fou. Mais en fait, avant, Aristote, lui, il aurait répondu faux à cette question. Et on a attendu à peu près 2000 ans avant qu'il y ait Galilée et Newton qui soient arrivés pour dire, mais en fait, c'est pas ça en fait. En fait, un objet peut avancer comme ça, sans qu'il n'y ait aucune force sur lui. Et c'est ça ce qu'on appelle le principe d'inertie. Dans ce cas-là, si l'homme descend à vitesse constante, et c'est ça qui est ça qui est important, alors le parachute le retient en tant que son poids, il n'accélère pas. Alors que nous, on raisonne avec la vitesse, comme disait Aristote, hein, les objets lourds tombent, les objets légers montent. Eh ben, Galilée et Newton, ils ont dit non, c'est l'accélération. Donc c'est des concepts pas évidents, c'est l'accélération qui est importante. Ça a mis 2000 ans à arriver. Du coup, j'ai posé, ça c'est ce qu'on appelle une conception initiale. Du coup, ce que j'ai testé, j'ai posé la même question. En fait, j'ai posé une série de questions équivalentes à des élèves ingénieurs en école de matériaux. Alors les matériaux et la mécanique, c'est quand même très proche. Et en fait, ils ont tous fait Terminal S. Ils l'ont tous vu en Terminal S.
Ils ont fait 2 ans de classe prépa où ils ont fait de la mécanique newtonienne. Ils ont fait ensuite 3 ans d'école d'ingénieur en matériaux, ils ont refait de la mécanique. Et le taux de réussite à cette bonne réponse, c'était 40%, qui ne maîtrisent pas le principe d'inertie. Donc il y a quand même 60% qui est juste, mais quand même, normalement, c'est du niveau terminal S. Si je regarde les programmes, le principe d'inertie, c'est terminal S. Ils l'ont revu. Alors, ce que ça nous dit en fait, c'est que le fait que c'est conception initiale, parce qu'en fait on conçoit le monde d'une certaine manière, on a une idée de la force ou de la vitesse, et ce qu'on va nous apprendre va être à l'encontre dans ce cas-là. Et du coup, si ces conceptions fausses, elles doivent être traitées explicitement si on veut qu'elles disparaissent. Là, concrètement, ils ont un enseignement traditionnel en physique, c'est-à-dire que je fais un cours comme si ils ne pensaient rien du monde et que ce que je vais dire va être la vérité, et qu'ils vont dire « Ah bah oui, bien sûr, je vais renier tout ce que je crois ». Et je vais pas. Et puis en plus, souvent les cours physiques, c'est plutôt calculatoire. Souvent on leur dit bah, faites ça, question 1, question 2, etc. Là, c'était pas du tout calculatoire, c'est qualitatif. C'était aux élèves, à eux, de comprendre comment le principe, lequel, on ne sait pas, doit s'appliquer dans une situation nouvelle qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Et donc là, ça demande vraiment la capacité de transfert de connaissances. Et c'est là qu'on va. Donc ça fait partie, on explique un principe général et je vais leur monter une situation concrète, simple, dans laquelle ils vont devoir transférer ce savoir. Et c'est typiquement ce genre de questions qu'on utilise là et qui fonctionne à chaque fois parce qu'on sait comment les élèves raisonnent, on sait comment ils pensent, et donc du coup on va pouvoir les aider à progresser précisément sur ce point-là. Et ces outils-là permettent de leur faire prendre conscience et en les faisant débattre, permettent aussi de traiter ces conceptions fausses. Et en fait c'était montré justement ces effets de débat permettaient d'améliorer ça et de franchir ces obstacles-là. Et enfin le dernier point, c'est un point rassurant. Le point, c'est que moins, c'est plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, si on vise la mémorisation à long terme et le transfert de connaissances, alors il vaut mieux apprendre peu, mais en profondeur, plutôt que beaucoup superficiellement. C'est ce que disent les études. Si on veut qu'il y ait un transfert de mémoire à long terme, mais il vaut mieux traiter vraiment explicitement ces problèmes-là, il vaut mieux prendre le temps. Et comment mes collègues, ils me disent, bah disons que, comment t'as le temps de faire tous ces cours en amphi avec ces boîtiers de boîtes et tout, moi j'ai pas le temps, j'ai à peine le temps d'écrire au tableau le cours. Je leur dis, mais c'est le temps en fait. Ce temps de réflexion, ce temps de débat, ce temps où les élèves vont débattre, c'est ça mon cours, c'est ça l'apprentissage. Et moi je comprends pas comment tu as le temps de parler pendant 2 heures, parce que du coup les élèves ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et donc forcément il faut faire des choix. Il faut faire des choix en disant je ne peux pas tout traiter, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout faire, mais ça c'est essentiel, ça c'est important. Et moi j'estime par exemple que des élèves d'ingénieurs doivent maîtriser le principe d'inertie. C'est une évidence, mais de fait ça ne l'est pas. Donc il faut faire des choix des fois et se dire bon bah tant pis, ça c'est important, ça je le traite en profondeur. Et ça leur sera utile plus tard dans le futur. Et voilà, donc une dernière question, pour voir un peu si, pour vous, donc ça c'est, je rappelle le cours, entre guillemets. Voilà, l'apprentissage, principalement, c'est ce à quoi ils pensent. Donc, d'après vous, si vous avez donné pour assurer un apprentissage efficace pour un élève, vous lui dites, ben voilà, si vous devez apprendre efficacement, qu'est-ce qui est le plus important pour apprendre efficacement? Alors je vais arrêter le vote. Alors effectivement, donc, je dis pas qu'ils sont. Tous les autres ne sont pas importants. Hein. Effectivement, l'intention et l'envie d'apprendre, c'est important. Par contre, ils ont fait des expérimentations, ils ont pris des élèves qui n'avaient pas envie. Et ils leur ont présenté justement ces méthodes actives, là où ils sont vraiment en action. Ils ont observé que l'apprentissage se faisait quand même. En fait, ce que dit vraiment le slide d'avant, c'est que c'est vraiment ce à quoi on pense pendant qu'on étudie. Si on ne se met pas en action, si on ne réfléchit pas, on a beau y passer du temps. Par exemple, lire un cours en boucle n'est pas une stratégie efficace d'apprentissage à long terme. Ça nous donne l'illusion, à court terme c'est pas mal, mais c'est pas ça l'important. Plus efficacement, c'est de se tester, de se poser des questions et de se faire travailler. Ça, c'est une stratégie efficace à long terme. Donc c'est ce à quoi on pense pendant qu'on étudie. Après, les autres sont aussi des facteurs, mais finalement, entre les deux, par exemple, c'est clairement la réponse D. Il vaut mieux réviser
bien que beaucoup inutilement. Porter une attention particulière, on peut être attentif, mais ça ne fait pas la bonne chose. Ça ne marchera pas forcément. Après, l'intention d'envie d'apprendre, c'est important, mais des fois, elle n'est pas là. Et c'est rassurant parce qu'on peut avoir des élèves qui n'ont pas envie, mais on sait que si on leur fait faire les bonnes choses, ils vont quand même apprendre. Et si on arrive, nous, dans notre mission, de les faire travailler intelligemment, bah, ils vont quand même apprendre ça qui leur sera utile plus tard, même s'ils ne s'en rendent pas compte que c'est utile pour aujourd'hui. Voilà. Alors juste un dernier, c'est que dans l'enseignement supérieur, ça a été démontré que ces nouvelles méthodes pédagogiques, qui ne sont pas si nouvelles que ça, sont bien meilleures. Il y a eu un article en 2013 qui a recensé 256 autres articles sur plusieurs milliers d'étudiants. Pour l'enseignement des sciences dans l'enseignement supérieur, c'est ce que dit le titre, les méthodes actives qui mettent constamment en réflexion les élèves et qui vraiment leur font traiter l'information sont bien plus efficaces que l'enseignement d'un prof en amphi à la fac qui va écrire son tableau et écrire ses équations et parler pendant 2 heures. Donc il n'y a plus de débat à faire. Et l'argument de dire est-ce qu'on est sûr que ça marche ces trucs, oui, on est absolument certain, il n'y a plus aucun doute. Et voilà quelques livres qui m'ont aidé. Merci pour votre attention.